BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois le député Renaissance de la première circonscription, Sylvain Maillard. Bonsoir. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas député du 15e, mais vous êtes député, en fait, c'est du 1er, 2e, 8e, 9e, ce qui fait beaucoup comme arrondissement dans Paris. Vous êtes premier vice-président de groupe à l'Assemblée nationale et président depuis le début de l'année de la Fédération Renaissance de Paris. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'après, j'ai quelques petites questions pour vous, évidemment, sur Paris. D'abord, je voudrais qu'on va parler des sols, on va parler de l'attractivité de Paris. Je voudrais qu'on parle quand même des émeutes, des conséquences. Donc, on a vu une évaluation plutôt à la baisse de Bercy par rapport à celle d'1 milliard qui avait été exposée par Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut reconstruire, à votre avis, comment est-ce qu'on peut remettre en état? Est-ce qu'il faut, un peu comme l'a suggéré hier le président de la République, une énième loi de rénovation? Est-ce que c'est vraiment ça la question? Alors, deux choses très claires. D'abord, c'est pour grande partie les assurances qui vont payer les dégâts. D'ailleurs, ça pose des difficultés, mais les assureurs, en discussion avec Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, se sont engagés dessus à pouvoir être rapides et baisser le niveau des franchises. Je crois que c'est important pour les commerçants et plus de 1000 commerçants qui ont été impactés par ces émeutes. Sur la deuxième question, sur le plan que nous allons voter d'ailleurs, puisque le président de la République l'a annoncé, avant la fin de la session, avant le fin juillet, nous voulons faire en sorte d'accompagner les communes qui ont été attaquées pour certaines d'entre elles. Par exemple, la salle des fêtes détruite, la mairie détruite. Nous voulons les accompagner pour les aider à reconstruire. Donc là, l'État jouera son rôle. Nous allons voter une loi rapidement pour pouvoir les aider à reconstruire les bâtiments détruits. Pourquoi faut-il une loi, pardon, enfin, je ne suis pas une experte, pourquoi est-ce qu'il faut une loi pour reconstruire une école? Parce qu'il faut une loi de financement une loi de financement. Il y a des financements particuliers que nous devons flécher rapidement pour pouvoir permettre cette reconstruction, accompagner les communes. Mais dans ce que vous avez dit, Edwige Chevrillon, nous ne voulons pas faire un grand plan de rénovation urbaine. C'est pas du tout à l'agenda. Très clairement, nous avons dit, le président de la République l'a dit, nous devons prendre un peu de temps pour réfléchir, analyser ce qui s'est passé. C'est 10 000 jeunes qui ont mis à sac leur ville, souvent leur quartier. Des garçons, 98% de garçons, une moyenne d'âge de 17 ans. Un tiers des mineurs. Un tiers de mineurs, moyenne d'âge 17 ans. Donc pour vous dire, le plus jeune qui a été mis en garde à vue avait 11 ans. Et donc il nous faut analyser d'abord les remontées des plaintes et de ce que vont nous dire les procureurs et les décisions judiciaires pour analyser et savoir comment répondre pleinement à ces actes incroyables de jeunesse qui ont tout détruit, dont aucun d'ailleurs devant le tribunal ne parle du décès du jeune Naël. Hier, je recevais Saïd Amouche de Mosaïque RH, qu'on appelle le DRH des banlieues, et puis Moussa Camara des Déterminés. Il disait, mais à la limite, c'est pas de l'argent qui est... Enfin, si, il faut de l'argent, mais pas dans la reconstruction dans les écoles. Ce qui manque, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de clubs de sport, tout ça a été balayé, ce qui fait que il n'y a plus de lien et plus personne n'est capable un peu de contrôler tous ces jeunes. Oui, moi je pense que dans ce que nous avons vécu, c'est une situation très différente. On parle beaucoup des émeutes de 2005. Je crois que ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut prendre au moins quelques jours et quelques semaines de réflexion et d'analyse sur ce qui s'est passé. On peut toujours dire qu'on fait jamais assez, qu'on peut mettre plus d'argent, on l'entend. Non, mais pourquoi pas y réfléchir? Non, c'est pas plus d'argent, c'est de mettre de l'argent un peu autrement. Oui. Parce que là, tout est fait pour le bâti. Je reprends l'expression de Saïd Amouche. J'ai trouvé ça intéressant. Les mêmes, et ils avaient sûrement raison, disaient qu'il y a 10 ans, 15 ans, il fallait absolument refaire le bâti parce que pour bon nombre de quartiers, la vraie difficulté, la première difficulté, c'était d'avoir des logements décents et des quartiers vivables. Donc oui, nous avons mis beaucoup d'argent sur la table pour refaire une bonne partie des quartiers et nous avons un programme qui continue d'ailleurs depuis bon nombre d'années, on continue là-dessus. Mais évidemment, il faut réfléchir comment des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans s'attaquent y compris aux policiers dans la rue, cassent tout, cassent leurs commerces dans lesquels ils vont au quotidien. Alors quelles sanctions là, juste un débat, on va pas, Sylvain Maillard, juste les sanctions là, c'est un peu la surenchère. Tout le monde dit qu'il faut à droite, Éric Ciotti dit qu'il faut supprimer les allocations
allocations familiales de ceux des familles qui n'arrivent pas à contrôler ces mineurs. On rentre dans une espèce de polémique qui monte. Qu'est-ce que vous préconisez, Sylvain Maillard? J'imagine que dans vos arrondissements, il n'y a pas beaucoup, évidemment. Oui, il y a évidemment, je suis dans des arrondissements privilégiés, mais il n'y a pas que des gens privilégiés qui habitent le centre de Paris. Mais en tout cas, dire que la suppression des allocations familiales, comme on entend régulièrement depuis 20 ans, 30 ans, à chaque fois qu'il y a des sortes des émeutes ou bien une envie d'attaquer les familles en grande difficulté, pour nous, n'est pas la réponse. On peut réfléchir sur différentes modalités. Vous savez, quand vous avez une famille en difficulté, d'abord, les tribunaux seront extrêmement durs avec les parents qui sont en capacité d'encadrer leurs enfants. Il y en a des parents ou des mères isolées, on parle beaucoup des mères isolées, qui n'arrivent plus à tenir leur ado de 17, 18 ans. On sait que ça peut être difficile. Mais il y a beaucoup de familles dans lesquelles le couple est parfaitement formé et au fond laisse faire et il y a une vraie carence. Eux vont payer. Les tribunaux sont extrêmement durs, les premières décisions prises sont extrêmement dures, les parents paieront parce que c'est normal, c'est pas à vos impôts, aux impôts de vos auditeurs de payer quand on n'arrive pas à tenir ses enfants. Mais à côté de ça, est-ce qu'il faut... encore faut-il qu'ils aient les moyens de payer, mais enfin bon... Oui, mais enfin, en tout cas, il faut des sanctions qui fassent en sorte qu'ils payent. Sur les sanctions, sur la fin du RSA, la suppression des allocations familiales, quand on a des familles déjà en grande difficulté, est-ce que quand il y a un des enfants qui fait n'importe quoi, est-ce qu'il faut sanctionner l'ensemble de la famille et l'ensemble des frères et sœurs qui parfois souvent même sont des bons élèves à l'école, travaillent et eux seraient sanctionnés aussi? Vous voyez qu'il faut évidemment réfléchir à tous les moyens, mais avant tout, des sanctions rapides, un coup de baguette magique qui permettrait de trouver une solution rapide, je crois que ça n'existe pas. Prenons du temps, réfléchissons et faisons en sorte d'être suffisamment fermes, parce que c'est ce que nous demandent les Français, y compris dans ces quartiers-là, parce que c'est dans ces quartiers que ça a été le plus détruit et qui nous disent nous voulons de la fermeté, nous voulons plus de police et nous voulons une justice plus rapide. C'est exactement ce que nous sommes en train de voter à l'heure actuelle. Juste, vous avez travaillé, vous avez un projet de loi encore, parce que chaque fois on dit qu'il y a un encombrement législatif, c'est sûr, mais vous avez quand même un projet de loi sur l'Erasmus pour l'apprentissage. Merci. En fait, c'est faciliter la mobilité. Merci d'en parler, parce que vous savez, les bonnes nouvelles... Je dis juste, oui, non, mais si j'en parle, pardonnez-moi, est-ce que ça peut être une solution pour des apprentis qui habitent, avec une priorité peut-être, pour ceux qui habitent dans des quartiers difficiles ou dans ces banlieues? Oui, quand on vote des bonnes nouvelles, tout le monde trouve ça super de permettre aux apprentis aussi de partir en Erasmus et de permettre à l'ensemble des jeunes Français de pouvoir avoir une expérience à l'étranger et singulièrement en Europe. Aimer l'Europe, c'est la vivre. Et donc, nous voulons que l'ensemble des apprentis, en tout cas le maximum, puissent partir à l'étranger, plus de 4 semaines en formation en tant qu'apprenti. Et c'est la proposition de loi que je porte, qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale le mois dernier et qui va poursuivre son chemin au Sénat pour être, j'espère, finalement adoptée à la fin de l'année. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, particulièrement en bac et infra-bac, puissent partir en Allemagne, en Italie, en Espagne, se former, découvrir d'autres mondes, parfois sur les quartiers, voir autre chose. Et nous organisons le financement avec les entreprises, avec les OPCO, de faire en sorte que chacun trouve une solution de financement pour pouvoir partir et se former. Est-ce qu'on peut garder, je ne sais pas, moi, 10% des postes, ou 20%, enfin, je ne sais pas, justement pour des gens qui sont issus de quartiers difficiles, un peu comme ce qu'a fait Sciences Po, ou ce qu'a fait aussi un peu des grandes écoles. L'apprentissage, vous le savez très bien, vous le dites régulièrement, c'est un des plus grands succès que nous avons depuis 6 ans que nous sommes au pouvoir. On a complètement transformé l'apprentissage. On est à plus de 837 000 apprentis par an. Il y a de la place pour chaque Français, chaque Française, chaque jeune Français, chaque jeune Française pour trouver son apprentissage, pour trouver sa formation. Les entreprises cherchent du monde partout. Il nous faut mais juste vous répondez pas à ma question. Vous répondez pas à ma question. Il n'y a pas besoin, entre guillemets, de leur ouvrir des places. Il y a des places partout de formation. La seule chose, c'est évidemment mieux orienter. Mais pour bénéficier du programme Erasmus. Alors, le programme Erasmus, c'est justement les aider à financer leur déplacement à l'étranger, parce que c'est ça qui bloque à l'heure actuelle. C'est comment on fait pour se financer, payer son logement, payer son voyage à l'étranger. Donc, c'est ce qui porte cette proposition de loi. Les entreprises, les OPCO
vont nous permettre de financer ça. Et pardon, je repose ma question encore une fois, mais c'est vrai. Pourquoi faut-il encore un projet de loi là aussi? En fait, on avait une difficulté juridique dans le contrat de travail. Il fallait lever une option parce qu'un contrat de travail, tout simplement d'un apprenti qui a un contrat de travail, au bout d'un mois, s'il n'est plus dans son travail parce qu'il est à l'étranger, en fait, ce contrat n'existe plus ou devient caduc. On a mis une option et ça, il fallait absolument passer par une loi qui nous permet. C'est complètement dingue. Mais c'est la loi française et qui nous permet justement de lever cette difficulté. Tiens, j'ai juste une question, vous qui avez été entrepreneur, qui êtes assez branché. Il faut couper les réseaux sociaux ou pas? Est-ce qu'il faut les sanctionner? En tout cas, ce qui est certain, et ça c'est vraiment au cœur de notre action, il faut faire en sorte que quand Twitter, Instagram, Snapchat ont un flot extrêmement important d'images violentes ou qui poussent à l'insurrection, qu'on puisse à un moment couper, qu'eux-mêmes puissent couper. Ça demande du monde derrière les écrans, chez Snapchat, chez Instagram, chez Twitter. Ils ne mettent pas assez de monde. Est-ce qu'il faut les sanctionner? Parce qu'à la limite, si vous dites des horreurs ici sur ce plateau, nous on sera sanctionnés. Donc est-ce qu'il faut que justement ils soient comme une chaîne de télévision, une chaîne de radio? Mais la loi le prévoit déjà, Edwige Chevrillon. Ils sont sanctionnés, ils ont des amendes quand ils ne respectent pas. Dès que Pharos, c'est la plateforme qui leur dit il faut enlever ce contenu dans l'heure, il faut absolument qu'ils puissent mettre les moyens. Là, la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnes derrière pour traiter l'ensemble des informations. Nous leur demandons. Au-delà de la demande, comme l'a dit le président de la République, s'ils ne font pas ce travail, à ce moment-là, on coupera on pourrait être amené à couper. Mais vous êtes favorable ou pas? Je sais bien que vous êtes député Renaissance, mais enfin, écoutez, quand on voit ce qui s'est passé dans les banlieues, si évidemment à un moment on avait pu couper pendant 2 heures, 3 heures, je pense que ça aurait été plus calme. Mais ce qui aurait été mieux, c'est que Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat fassent leur travail et coupent ces images qui étaient d'une violence dingue. Sur la question de la cagnotte notamment pour les policiers qui a été créé par Jean Maïsia, 1 636 200 € récoltés pour la famille du policier. Ça vous choque? Oui, je regrette non seulement cette initiative, mais c'est Pourquoi? Parce que c'est quand même, on est dans d'abord une procédure judiciaire. C'est difficile pour moi comme député de parler d'une procédure judiciaire. Je n'ai pas le droit constitutionnellement, mais dire il y a un jeune qui est mort dans cette action de police. Je crois que la moindre des choses, c'est d'attendre la décision judiciaire de ce qui se passe. Le policier est mis en examen pour des faits extrêmement graves, comme vous le savez. Je sais que la famille de Naël a demandé à ce que cette cagnotte soit interdite. C'est au juge de prendre décision. C'est pas au pouvoir de dire ce qu'il faut faire dans ce cas. C'est vraiment au juge de l'annuler ou pas. On va parler un petit peu des soldes. C'est un sujet plus léger. Ce matin, Olivia Grégoire a donc dit que la ministre déléguée en charge des PME et du commerce a dit que les soldes allaient être prolongés d'une semaine pour contrebalancer un peu cette semaine d'émeutes qui a un peu glacé tout le monde. Vous, dans le 8e, vous avez tous les grands magasins du boulevard Haussmann. Dans le 1er, vous avez la Samaritaine. Vous avez beaucoup de magasins. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'effectivement, il y a une baisse très importante des soldes? Oui, j'ai la chance dans ma circonscription, dans le 9e, beaucoup. Dans le 9e aussi, bien sûr. Les plus grandes enseignes et les plus grands magasins. Oui, 8e, 9e, vous avez raison, pardon, c'est le 9e. Sont là, les plus grands en France. Et oui, écoutez, moi je suis allé les voir dès jeudi dernier, on voit que c'est beaucoup plus calme. Les soldes, évidemment, ont eu du mal à démarrer. Le week-end a été pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et Olivia Grégoire a annoncé aussi, je me permets de le rajouter, a annoncé que ce dimanche, si les magasins le souhaitent, ils pourront ouvrir tous partout en France. Ouais. Je crois que c'est important. Quand vous aimez votre magasin de proximité ou votre commerçant dans lequel vous aimez prendre du temps et aller acheter, c'est le moment de le faire ce week-end. Ça les aide, c'est important. Soutenir nos commerces, c'est aussi soutenir nos emplois. Et donc, je peux inviter tout le monde à y aller. Particulièrement dans le centre de Paris. Oui, mais si on revient un peu sur cette baisse d'activité, vous avez des chiffres un peu plus précis de votre côté. Non. On dit que sur les Champs-Élysées, par exemple, c'est moins 17%, ce qui est quand même assez colossal. Dans Paris, ce serait moins 4%. Et bon. Les chiffres que j'ai sont plus forts que ceux-là. Ah bon, c'est quoi vos chiffres? On est un peu plus de moins 20%. Après, on est au début des soldes. Le premier week-end n'a pas été bon, donc on va voir comment ça se passe. Dire aussi que les soldes, c'est compliqué parce qu'il y a des rabais tout au long de
de l'année, à travers les réseaux évidemment de distribution classique, mais aussi sur Internet, qui font que moi j'inaugurais en permanence les soldes toujours à 8h du matin dans les grands magasins. Oui, mais avant c'était le grand cirque. Le rush incroyable de population, c'est vrai que ça n'existe plus. Et donc on voit que l'engouement pour les soldes est beaucoup moins fort, si ce n'est quand il y a une promotion énorme et avec énormément d'appels. Olivia Grégoire, qui était à ce même micro il y a juste une semaine, elle disait, mais c'est vrai que moi j'attends des propositions de la part des commerçants, enfin et des acteurs, et j'ai aucune proposition sur les soldes, parce que maintenant c'est les soldes en permanence. Il y a des promotions, les soldes privés, les soldes ceci, les soldes cela, donc ça ne sert plus à grand-chose. Olivia Grégoire a raison. D'abord, pour prendre le cas particulier de Paris que je connais bien, beaucoup de nos commerçants étaient en difficulté avant que le Covid arrive. Je crois que les mesures que nous avons prises avec Bruno Le Maire étaient suffisamment fortes pour les aider à tenir. Et puis on arrive à la fin de la période. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile. L'activité a du mal à reprendre. On voit qu'aussi il y a des changements de consommation des consommateurs. D'abord, l'accès à Paris devient plus difficile pour bon nombre de banlieusards, mais aussi on a un changement d'époque où on voit bien, on consomme moins d'habillement, des modes de consommation ont changé, et il faut évidemment que les commerçants puissent s'adapter. À nous de les accompagner, de les encourager, de faire en sorte de lever des barrières parfois de commerçants, pour certains commerces qui ont besoin aussi de repartir sur un nouveau cycle. Est-ce que vous voyez qu'il y a un niveau de faillite, un taux de faillite plus important aujourd'hui dans votre circonscription? On revient au taux de faillite qu'on a connu avant le Covid, donc mais pas plus. À peu près classique. Mais c'est vrai que c'est une accélération importante puisque la période du Covid a totalement... Par exemple, on peut imaginer. Les restaurants, on a beaucoup de personnes qui ont investi dans des restaurants, qui ont changé de vie parce que suite au Covid, ont décidé d'ouvrir des restaurants qui ne sont pas forcément non plus des restaurateurs. C'est un métier extrêmement difficile, restaurateur, avec beaucoup d'heures à faire. On est confronté parfois à des restaurants, je prends encore l'exemple de Paris, des restaurants qui veulent immédiatement des terrasses organisées et avec une gestion de leur clientèle qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre à Paris. Vous ressentez cette perte d'attractivité? On dit qu'il y a à peu près 10% des voyageurs des touristes qui ont annulé leur voyage là pour le début juillet. Est-ce que vous le ressentez? Oui. Chez vous? On attend les chiffres dans l'hôtellerie parisienne et française, mais qui se portait plutôt bien. Les images des émeutes ont tourné partout dans le monde. Forcément. Avec évidemment de l'affolement de certains tour opérateurs, et puis aussi parfois vous savez, vous pouvez partir, vous êtes couvert par une assurance, et on a eu certains pays qui ont dit non, la France, il faut mieux éviter. Donc on va revenir sur un cycle plus classique. Je crois que l'engouement pour Paris reste suffisamment fort, l'engouement pour la France en général reste suffisamment fort, et je peux imaginer que d'ici la fin de l'année, on va retrouver des chiffres de tourisme qui sont conformes à ce que nous attendons. Entre autres, on a une clientèle asiatique qui commence à revenir un peu plus massivement. C'est pas encore les chiffres que nous attendons, mais c'est en train de revenir lentement, mais sûrement à la normale. Comment vous vous préparez pour les Jeux Olympiques 2024? Parce que vous, ça va avoir un impact évidemment sur vos arrondissements. Extrêmement important. On passe beaucoup de temps avec la ministre Amélie Oudéa-Castéra parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, l'engouement extrêmement fort. Ça va être un moment, on le sent bien pour notre ville, extrêmement fort. Les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Vous avez beaucoup d'électeurs qui vous disent on va rester là pour beaucoup d'électeurs vous disent on va mettre tout sur Airbnb et on va partir. Mais surtout, beaucoup de Parisiens nous posent des questions sur mais moi, je serai dans la zone autour, par exemple, pour moi, de la Concorde. Comment je vais faire? Comment je fais pour sortir de cette zone? Ma famille puisse venir me visiter? Comment je vais chez mon pharmacien? Est-ce qu'il y aura des pas? Et alors, vous avez des réponses? C'est le moment de nous les donner. Et toutes ces réponses, je reviendrai avec grand plaisir à partir du mois d'octobre. Il y aura des communications et des livrets distribués à l'ensemble des Parisiens qui permettra de répondre aux questions les plus angoissantes qui font qu'une partie d'entre eux disent je préfère quitter Paris que de rester. Et de dire aussi autre chose, il y aura les Jeux Paralympiques qui sont un petit peu plus tard, qui sont une autre problématique. D'abord, un engouement, on est très heureux de les accueillir,
mais une autre problématique puisque ce sera début septembre. Et là, début septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc, il faudra aussi s'organiser. Là, les Parisiens seront forcément là. Et donc, il faudra nous organiser pour que ce soit des parcours les plus fluides, y compris pour la rentrée scolaire de nos enfants. Vous êtes le président, je le disais au début de cet entretien, Sylvain Maillard, le président de la Fédération Renaissance de Paris. Quand est-ce qu'on aura une idée de qui est candidat? Vous avez beaucoup de candidats chez vous, je ne sais pas. Non, pas beaucoup de candidats. On est en train de travailler. Il y a Gabriel Attal, on peut en citer d'autres. Il n'y a pas de candidats. On est en train de travailler sur un projet et on a toujours dit, et je l'ai toujours porté en disant que nous choisirons notre candidate ou notre candidat fin 2024, début 2025, pour pouvoir porter une candidature et un projet. Vous savez, sans projet, c'est impossible de porter une candidature. On s'est donné 1 an et demi pour construire un projet, pour donner envie aux Parisiens de venir d'abord nous rejoindre et de voter pour nous. Ça demande du travail. On est dessus. On y travaille extrêmement sérieusement. Tous les points, la propreté, la sécurité, bien sûr, mais aussi comment redonner, réenchanter Paris, redonner envie aux Parisiens de rester à Paris, parce qu'on perd énormément de Parisiens. Moi, ne serait-ce que dans ma circonscription, on a perdu presque 8%, dans les 3 dernières années, 8% d'habitants. Donc, et beaucoup de familles. On ferme des classes. Donc, il faut qu'on redonne envie. Vous fermez des classes chez vous? Oui, on ferme des classes parce que dans certains 8e arrondissement, par exemple, nous avons perdu plus de 10% des habitants dans les 2 dernières années. Donc, il nous faut redonner de l'envie aux familles de s'installer à Paris. Et ça, il faut qu'on puisse porter un projet. Oui, c'est là où ça se passe. Oui. Que des gens comme moi qui se viennent... moi, entrepreneur et père de famille, donc vous... exactement, j'élève mes enfants à Paris. Et moi qui viens de la banlieue, j'avais qu'une envie, c'est de venir habiter à Paris parce que c'est là où ça se passe. Et au fond, ce qui m'a toujours porté vers Paris, je vois que bon nombre des familles, maintenant, ressentent exactement l'inverse. Donc, il nous faut réenchanter Paris et on travaille à ce projet. Mais ça coûte très cher aussi, un problème de logement absolument colossal à Paris. Oui, c'est un des problèmes évidemment importants, mais enfin, la vie à Paris est compliquée pour les familles, la circulation, le sentiment, on a eu énormément de chantiers, ça va mieux, on a eu énormément de chantiers qui bloquaient en permanence l'ensemble des rues, on voit bien que la difficulté par exemple dans les métros, comment sortir des métros quand vous êtes une jeune un jeune papa, une jeune maman avec une poussette, on voit qu'on n'avance pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui deviennent difficiles à Paris dans la vie de tous les jours. Et donc, au fond, on se dit, écoutez, si je pars un peu plus loin, ça me permettra d'avoir une pièce en plus, donc peut-être plus d'aisance pour ma famille, et en même temps, j'aurai peut-être une qualité de vie qui s'améliore. Donc, on va porter un projet pour redonner envie de Paris. Une question, donc le choix, vous l'avez dit, donc c'est dans un an. Fin 2024, début 2025. Oui. S'il y a trop de candidats, c'est un problème ou au contraire, c'est une bonne chose? 7 candidats, pardon. Non, s'il y a trop de candidats. Moi, nous, on espère toujours, vous savez, on espère toujours avoir plutôt une candidature qui émerge naturellement. C'est toujours plus facile. On verra bien, on verra dans un an, un an et demi. On a encore un peu du temps. Il peut se passer des choses. Les JO qui vont se passer. Et puis, porter une candidature à Paris, c'est un chemin long. Je connais à quel point l'engagement est important. Et donc, celle ou celui qui portera nos couleurs va s'engager de façon extrêmement forte. Il faut avoir la motivation très forte. Ça fait tout juste un an qu'il a été réélu. Toute dernière question. Le président de la République, on a le sentiment que déjà tout le monde réfléchit à l'après, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Est-ce que la Renaissance, est-ce que Renaissance va survivre à Emmanuel Macron ? Écoutez, pour être vraiment au cœur du réacteur, j'ai pas vraiment l'impression que tout le monde réfléchit à l'après. Je crois qu'on sait tous que... Si tout le monde est en train de se positionner, regardez... Je vous dis, vraiment, je crois que d'abord, on sait que si on ne réussit pas ce quinquennat, il n'y aura pas de suite. Donc, avant de penser au candidat ou à la candidate qui pourrait succéder à Emmanuel Macron, il faut réussir ce quinquennat. Ça, c'est la base pour avoir une chance en 2027. Donc, on est concentré dessus. On a encore beaucoup de temps, beaucoup de projets à porter, accompagner. On a vécu beaucoup de crises. Oui, mais enfin, vous voyez bien, vous le sentez bien quand même. Écoute, on verra bien au fur et à mesure du temps. On sait qu'on a un premier rendez-vous extrêmement important, c'est les élections européennes. C'est des élections qui sont moteurs pour nous, puisque c'est le cœur de notre engagement. Ça donnera le top départ, surtout, en plus. Ça donnera, probablement, ce sera un moment extrêmement fort, et j'espère qu'on va d'abord faire campagne dessus, et puis ce sera un marqueur important sur la politique, sur ce que les Français pensent de la politique que mène Emmanuel Macron et sa majorité. Et du macronisme, dont vous êtes un des piliers. Merci Sylvain Maillard d'avoir été avec nous. Je rappelle donc député du 1er, 2e, 8e, 9e et président de la Fédération de Renaissance de Paris. Voilà, si vous voulez réécouter cet entretien, vous pouvez l'avoir pour ceux qui nous regardent à la télévision, le petit QR code qui vient de s'afficher. Sinon, bien sûr, en replay sur le site